Ça vous plaît de le voir en nouvel homme fort, numéro 2 du club, quoi. Si je schématise, il y avait un organigramme, c'est numéro 2 du club, derrière Pablo Longoria, hors propriétaire Franck McCourt. Moi, ça me plaît bien parce que c'est déjà quelqu'un qui connaît la région, qui connaît le club, qui connaît le fonctionnement, qui connaît les gens. Parce qu'il a joué, à l'OM et c'est un garçon de Marseille. Oui, mais s'il n'y a pas justement une revanche à prendre, parce qu'il a pas eu la carrière qu'il voulait à l'OM, est-ce qu'il ne réalise pas quelque part un peu un rêve, son envie? Est-ce que c'est pas ça qu'il porte là? Moi je le connais depuis très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été, qui a eu ce caractère-là tout le temps, même en tant que joueur, il était comme ça. Quand il fallait monter au créneau et... Vous l'avez connu à quel âge? Très jeune? Moi, quand j'étais à l'OM, donc... Oui, il y a un petit moment. Il y a quelques années, oui. Donc il a toujours eu ce trait de caractère-là de fonceur et de mec qui dit ce qu'il a à dire et qui agit surtout. Et là, c'est ce qu'on voit. On voit quelqu'un qui parle, mais qui a des actes aussi, parce que ce qu'il a ramené au Mercato, c'est pas... Mais vous qui avez été joueur de très haut niveau, quand un garçon comme Højbjerg ou Rabiot sont contactés, on est d'accord que là, il faut vraiment dire bravo, parce qu'à aucun moment, en mai dernier, on imagine que Rabiot ou Højbjerg vont pouvoir signer à l'OM sans Ligue des Champions, je précise. Hein. Et de Zerbi. Et de Zerbi, bien sûr. C'est si important que ça qu'un garçon qui a connu des grands clubs, qui a cette crédibilité, vous appelle? Bien sûr, bien sûr. Moi, je le vois à mon échelle à Auxerre, quand je parle à mes joueurs dans le vestiaire, je sens que c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose et... Ils ne sont pas réceptifs pareil. Donc quand Mehdi t'appelle et qu'il te dit quelqu'un qui a joué au Bayern, qui a joué à l'OM et qui a joué à la Juve, quand il t'appelle, tu écoutes. Non mais ça c'est quand même intéressant, Jérôme, parce que vous aussi vous avez connu les plus grands clubs, vous avez croisé les plus grands joueurs. Il y a un moment, est-ce que joueur reconnaît joueur? Vous savez, vrai reconnaissent vrai. On a eu le débat 20 fois avec Thierry Henry. Ouais. Et ses espoirs, ou les Olympiques, voilà. Donc oui, évidemment, Djibril a 100 fois raison. Je trouve que Mehdi a appris très très vite. Et notamment de ses erreurs. Adrien l'a très bien dit, je crois que l'épisode Klaus lui a fait beaucoup de bien, paradoxalement. Ça l'a fait grandir. Ah ouais, l'épisode Klaus, ça l'a fait prendre conscience que, voilà, le caractère, c'est bien. C'est un directeur sportif de son temps, je pense. C'est entre deux générations, vous voyez, il était très proche de la nôtre et proche aussi de celle-là. L'épisode Klaus nous montre que c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs et qui ne les refait pas. Et ça, c'est hyper important dans notre milieu, enfin dans n'importe lequel d'ailleurs. Et quand on a préparé quand j'ai vu le débat du jour, je me suis dit, tiens, est-ce que le Jérôme joueur, il aurait aimé bosser avec ce type-là? Et la réponse, elle est évidente en fait, c'est oui. Enfin, en tout cas, moi, ma sensibilité. Mais vous, en plus sanguin et tout ça. Qui me correspond tout à fait. Donc voilà, et encore une fois, l'important. J'attendais l'année dernière la première sortie un peu hasardeuse, ou plus qu'hasardeuse. Celle de Klaus, pour moi, elle n'est pas bonne. Mais je pense que lui, il le sait aussi, il s'en est rendu compte très vite, et qu'effectivement, depuis, en gardant ce ton un peu offensif... C'était un peu agressif, Djibril. Moi, celle sur Jonathan, elle ne me plaît pas. Mais parce qu'en plus, je trouve que c'était... vous n'auriez pas aimé. Mettez-vous à la place de Klaus 2 secondes. Vous, international français, vous prenez cette déclat. Et si c'est pas vrai, en plus. Vous auriez pété un plomb. Il n'y a rien. En plus, on peut ne pas être d'accord, c'est pas grave. Mais en tout cas, il a été attaqué là-dessus, très fort. Et vous trouvez qu'il a su réagir? Ah ben là, depuis, c'est de mieux en mieux. Et encore une fois, il apprend à une vitesse incroyable. Et vous disiez, Jérôme, que les joueurs ont envie de bosser et de travailler avec lui. Mais c'est vrai que ça change des directeurs sportifs et des directeurs du football qu'on a pu connaître sous l'ère McCourt. Alors, un ancien joueur, il y a eu Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria. Mais c'est vrai que finalement, quand on regarde la liste, il y a tout. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Adrien. Il y a l'ancien grand joueur professionnel, il y a l'agent et il y a cette icône et ces joueurs qui veulent travailler avec lui. Est-ce que c'est pas le loup dans la bergerie pour Pablo Longoria? Pablo Longoria, il était connu pour très très bien détecter les talents, les potentiels, les joueurs. Et peut-être que finalement, sa meilleure recrue, on fera le bilan peut-être un peu plus tard, ça va pas être un joueur, c'est peut-être un directeur sportif. Directeur du football. Directeur du football. Ça intègre ça. Il a quand même eu du cran, parce que là on parle de Marseille. Hein. Je veux dire, c'est visibilité maximum en championnat de France. Je me souviens, quand il est arrivé, il y avait beaucoup de scepticisme, des gens qui se posaient des questions, savoir presque qui c'était, parce que ça paraissait un peu surprenant. Oui, quel était son rôle exact au début aussi, surtout. Et on se rend compte qu'il a fait ses preuves, au final, quelque part. Alors, il y a ses excès, effectivement, qui va gommer probablement avec le temps, mais rappelons que c'est quand même quelqu'un qui est jeune, 37 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et moi, pour aller très vite, à votre question... pourquoi il casse les codes? Pour moi, il ne les casse pas, en fait. Il correspond justement au code et à notre époque. Et en fait, il a un spectre assez large. Il a été joueur de top club, il a été capitaine de la sélection du Maroc, donc il a vécu dans des vestiaires de très grands clubs, dans des vestiaires
de sélection. Il a peut-être une blessure. Et il n'y a pas si longtemps. Ouais, il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être une blessure initiale, effectivement, avec l'histoire de Marseille, qui a toujours été un moteur, une revanche. D'ailleurs, il est tombé plus d'une fois sur Anigo pour rappeler qu'il y avait une forme d'injustice à ce moment-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi été agent très récemment. Bien sûr. Donc, en fait, il a dû quitter pour rejoindre l'OM. En fait, oui, il a une palette extrêmement large. Quoi. En parlant de blessure initiale, Nabil, vous faites bien d'en parler parce que c'est vrai, il est à 16 ans quand il arrive à Marseille, Mehdi Benassia, minot prometteur du centre de formation. Mais il n'aura pas, par exemple, la même trajectoire qu'un Samir Nasri, dont il est très proche. Il dispute quelques matchs avec la réserve, mais jamais avec le groupe pro. Il s'exile en Italie, en Allemagne pour faire carrière. Et c'est un épisode sur lequel il est revenu pour la Provence, dans lequel il s'est expliqué longuement il y a quelques semaines. Quand j'étais ici, je n'ai jamais prétendu pouvoir devenir un joueur important. Je disais simplement qu'en tant que minot, formé au club, je voulais avoir ma chance, jouer 10, 20 minutes avec les pros. À l'arrivée, à cause de problèmes extrasportifs, on a préféré ne pas donner ma chance. Quand tu fais une carrière avec beaucoup de réussite et surtout beaucoup de travail, que tu passes par la Roma, le Bayern ou la Juve, tu n'as plus des réponses à donner à ces gens-là, des gens qui ne sont d'ailleurs plus au club. Alors il était contraint à l'époque de prendre un agent choisi par la direction, ce que son père a refusé, et c'est ce qui lui a valu ensuite ces tensions au sein du club. Près de 20 ans après son passage au centre de formation, il est de retour en tant que conseiller sportif de Pablo Longoria et donc aujourd'hui directeur sportif. Un premier bilan dressé justement par son ami encore aujourd'hui Samir Nasri. Je lui ai dit que c'était fait pour lui, qu'il fallait le faire, qu'une opportunité comme l'OM ne se présentait pas 50 fois dans une vie. Je trouve qu'il a fait une super équipe. L'effectif a été construit par rapport aux besoins du coach. Un entraîneur avec une cote folle, c'est très important de souligner le travail effectué. Donc de minot à dirigeant puissant, c'est l'histoire de Mehdi Benassia qui cartonne aujourd'hui à 37 ans. On parlait des minots, on parlait du centre de formation. Qu'est-ce que ça donne justement le centre de formation de l'OM? Parce que c'est aussi le travail du directeur de football, Mehdi Benassia. C'est toujours un point faible. Si on regarde cette saison, par exemple, le nombre de minutes disputées par les jeunes joueurs, l'OM est le club qui fait le moins jouer ces jeunes en Ligue 1. Alors Bilal Nadir a été longuement blessé, pour le coup ça fausse un petit peu ses statistiques, mais derrière ça reste quand même assez famélique. Il en a parlé, Mehdi Benassia, en interview. On va lire son interview à Mehdi Benassia, ce qu'il disait dans la Provence le 11 décembre dernier. Je ne suis pas sûr qu'on ait un crack générationnel comme Samir Nasri, un mec qui puisse jouer au Vélodrome à 17 ans, mais on va travailler pour y arriver. Peut-être que sa blessure initiale y contribue. Entre un gamin de 17 ans et un Heuberg ou un Rabiot, je dois voir la différence. Dans l'envie, l'enthousiasme, un jeune doit me sauter aux yeux. Ils ont gagné la Gambardella il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. L'année dernière. Voilà. Donc c'est déjà... Johan, le chantier est quand même énorme à l'OM. C'est parce qu'en fait, c'est le feu tout le temps. Même quand ça se passe bien, vous avez toujours des choses à activer. Vous ne pouvez pas en fait, être tranquille 2 secondes. Vous pensez qu'il a les épaules? Est-ce qu'il vous donne le sentiment d'avoir la stature de ce poste-là? Déjà, c'est important quand même par rapport aux joueurs, parce que franchement, j'avais eu la chance de le rencontrer quand il était à Udinese. Je l'avais rencontré très très longuement pour un long papier dans l'équipe. Et déjà, sa personnalité m'avait vraiment marqué, parce que qui pouvait penser, déjà, n'oublions pas, il n'a jamais joué en Ligue 1, la Ligue 1 ne voulait pas de lui. Il a dû aller en Ligue 2, tu vois, Tours, Clermont. Qui pouvait penser à Clermont qu'il allait s'imposer à l'Udinese? À l'Udinese, il a été extraordinaire tout de suite. La Serie A, c'est devenu un des meilleurs défenseurs immédiatement. Après la Roma, le Bayern, la Juventus. Donc déjà, en tant que joueur, parce que justement, son caractère, cette manière d'avoir peur de personne, de foncer, il fait une carrière de joueur absolument extraordinaire. Après, le petit truc quand même, je pense qu'il y a peut-être une face un peu peut-être sombre. Je pense que là, il a une chance incroyable aussi d'être très très bien entouré, cornaqué. Tu as quand même un Longoria qui a quand même une très bonne réputation, qui a une très grande expérience déjà depuis son jeune âge. Tu as De Zerbi, tu as McCourt, tu as Ravanelli. Et je pense que moi, il faut qu'il reste aussi dans ce collectif. C'est-à-dire que pas en loup solitaire. C'est-à-dire que parce que moi, je l'aime moins quand il montre les biscottos et les pecs face aux arbitres. Il y a 2-3 fois quand même, tu en as très, très bien parlé déjà. C'était pour moi ni fait ni à faire avec Los. Donc je pense que oui, formidable déjà ce qu'il fait. Il a 37 ans, c'est déjà admirable. Mais parce qu'il est dans une structure aussi. Et voilà, c'est l'OM qui est plus grand que lui. Il y a quand même un superbe staff, il y a un très bon propriétaire. Et je pense que moi, il a un potentiel formidable en tant que dirigeant. Et je pense que tu as raison, il a déjà beaucoup appris. Mais tu sens quand même, attention, que la grenouille ne veuille pas devenir explose en vol. Et donc, garder... Vous aviez presque la fable. Ouais, parce que j'ai plus la fable. Il manque un animal.